Donc, bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être avant de commencer, rappeler que le décret du 19 août 2025 vient encadrer le relayage à domicile et les séjours de répit après plusieurs années d'expérimentation. Donc pour rappel, le relayage, je pense que tout le monde le sait ici, c'est la possibilité pour un professionnel de remplacer temporairement un aidant auprès d'une personne dépendante à domicile. Donc c'est une avancée très attendue pour les aidants, mais il y a quand même des questions et des enjeux qui se posent. C'est comment de passer de ce texte à la réalité, et c'est ce dont on avait parlé ensemble. Et donc entre freins réglementaires, financements inégaux notamment, selon les territoires et les défis en fonction du terrain, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc peut-être d'abord on va commencer par dresser un état des lieux avant d'évoquer les leviers à activer pour que ce dispositif devienne accessible à tous les aidants. Donc peut-être Rachel Petitpré, pour commencer, on comprend que le déploiement reste un peu limité. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux du relayage et nous dire qu'est-ce que finalement ce texte change réellement ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, on revient de loin, parce que quand l'expérimentation a été lancée en France il y a 6 ans, il n'y avait pas grand monde pour croire qu'on allait pouvoir déroger au droit du travail aussi largement en France. Moi, je revenais du Québec et la plupart des Français prédisaient qu'on ne trouverait pas de professionnels en France pour assurer ce genre de mission hors normes et accepter de travailler 24 heures sur 24. On a dû se battre pour que cette expérimentation persiste et passe à travers notamment la crise du Covid et les difficultés du secteur de l'aide à domicile. 6 ans plus tard, on a obtenu la pérennisation dans la loi, donc on est effectivement loin du déploiement qu'on appelle de nos voeux, mais il y a une loi et un décret qui sont sortis cet été et qui marquent le début d'une nouvelle aventure pour ce dispositif. Et contrairement à ce qu'on pensait, la conclusion, c'est qu'en France, oui, il se trouve des salariés qui ont apprécié volontairement ces nouvelles modalités de travail et qui se trouvent heureux de déroger au droit du travail pour rendre service aux aidants et pour accompagner de manière qualitative les personnes aidées. On ne pouvait pas s'attendre, avec une sortie du décret au mois d'août, à un déploiement rapide. On est certain que ça va prendre du temps. Il faut que les ARS et les conseils départementaux maintenant proposent des appels à manifestation d'intérêt, que les dossiers soient étudiés, que les sélections soient faites. Donc ça va prendre du temps, mais à Baluch en France, on est persuadé que ça y est, ça va se déployer et qu'on sera en mesure d'étendre progressivement ce genre de répit hors norme pour les aidants, progressivement à travers tous les départements. Très concrètement, en cette année 2025, c'était pas prévu, mais les atermoiements politiques ont fait que tous les services expérimentateurs qui avaient œuvré pendant 6 ans sont à l'arrêt depuis le 1er janvier 2025, donc c'est regrettable. Et donc, une première attente qu'on a, c'est que les ARS et les conseils départementaux puissent très rapidement redonner au moins l'autorisation aux services expérimentateurs qui bénéficient d'une procédure simplifiée qui pourrait leur permettre de redémarrer, au moins pour eux, très rapidement. Nous, on a la possibilité maintenant de rencontrer les ARS et les conseils départementaux pour faire connaître les résultats très favorables de cette expérimentation, réfléchir au déploiement maintenant, aux enjeux de ce déploiement, et faire connaître le rôle de Baluch en France qui forme, outille et accompagne plusieurs services. On a accompagné une moitié des services expérimentateurs qui avaient été sélectionnés par la DGCS et qui sont tous des services d'aide à domicile, qui ne seront peut-être pas que des services d'aide à domicile demain en revanche. Puis vous m'aviez posé la question, en tout cas vous souhaitiez qu'on puisse dire un petit peu plus de ces baluchonneurs. Dans notre cas, en tout cas, quand ils sont accompagnés par Baluch en France, on les appelle les baluchonneurs. Donc sans surprise, ce sont des salariés qui devaient être volontaires et qui, en plus, ont le libre choix de chacune des missions de répit à domicile qui leur est proposée. La plupart du temps, ils sont intervenus sur des durées de 4 jours et 3 nuits, mais avec la possibilité, et certains l'ont fait, d'aller jusqu'à 6 jours, 5 nuits, c'est-à-dire un maximum de 144 heures consécutives de travail. Ce sont des femmes, donc en grande majorité, comme dans l'aide à domicile, qui ont en moyenne 17 ans d'expérience dans l'aide ou les soins,
qui sont des auxiliaires de vie à 50% dans les baluchonneurs qui ont été formés par Baluchon France. Et il y a un peu plus de 20% des baluchonneurs qui sont des infirmiers ou des aides-soignants, soit en activité, soit pour certains retraités. C'est important de souligner cette particularité. Ce que disent les baluchonneurs de cette expérimentation, c'est que ça les attire. La plupart disent « moi je veux continuer de le faire et même je voudrais faire plus que ça jusqu'à ma fin de carrière. J'ai l'impression de retrouver ce pourquoi je me suis lancée dans ce genre de métier. J'ai le sentiment d'avoir plus de reconnaissance qu'auparavant. On a enregistré un seul accident du travail sur plus de 56 000 heures d'intervention dans le cadre de ces dérogations au droit du travail. Il n'y a pas eu d'absentéisme, c'est-à-dire qu'aucun baluchonnage n'a été annulé par absence du baluchonneur le jour de démarrage du baluchonnage. Et donc, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, et parce qu'être expérimentateur, ce n'est pas évident, moi, je pense qu'il faut dire bravo aux services qui se sont lancés et qui ont mené ces relayages hors normes. Merci beaucoup. Nathalie Keber, je me tourne vers vous. Donc vous êtes, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, hein, vous êtes présidente de la Fédération des plateformes de répit. Et vous gérez aussi un SAD, le SAD Bulder. Un SAD Bulder sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, je voudrais juste, en introduction, reparler des aidants qui sont 11 millions et qui font peur, peut-être, hein, quand on sort ce chiffre-là en disant « mais si 11 millions d'aidants souhaitent du relayage, ça va être compliqué » et ça freine, je pense, toutes les politiques publiques, tous les projets d'investissement dans cette prestation, sauf que sur les 11 millions, il y en a déjà la moitié qui s'ignorent et qu'il n'y a bien sûr pas 11 millions d'aidants qui ont besoin ou qui veulent du relayage. Confier son proche et son domicile à un tiers, c'est quelque chose de très compliqué, d'autant plus si ce tiers a des troubles cognitifs. Donc, c'est un grand fantasme de dire que tous les aidants, déjà, ont besoin de relayage. Donc, ça devrait pouvoir permettre à plus d'innovation et à se lâcher un petit peu sur les expérimentations parce que pour l'instant, ça fait peur. Donc, ce qui bloque aussi, c'est que même une fois qu'on est aidant et qu'on s'autoriserait à prendre du répit et qu'on est OK avec le fait de lâcher prise, il faut encore savoir à qui s'adresser et où aller. Et si je prends l'exemple des plateformes de répit, je ne sais pas qui connaît, levez la main, qui connaît les plateformes de répit ici ? Quand même, ça fait du bien, mon cœur. Ça fait du bien, mais quand même, on est méconnu par un très très grand nombre de professionnels et encore plus des aidants. Alors, quand on ne connaît pas où aller chercher de l'aide, où trouver le relais à mettre en place, forcément, ça se complique. Alors qu'au sein même des plateformes de répit, on a des relayeurs qui peuvent démarrer, qui peuvent servir de tremplin à cette mise en place de relayage. Des relayeurs qui sont en général des assistantes de soins en gérontologie, donc qui ont une expertise de la personne âgée et notamment des personnes âgées avec des troubles cognitifs ou porteurs de maladies neurodégénératives, donc sont des expertes, mais une plateforme de répit ne va jamais faire tout le relayage. Donc il faut bien coordonner après avec d'autres services. Nous, à titre d'exemple, moi je suis sur Lille et Roubaix, j'ai 2 plateformes de répit, j'ai 3,6 ETP de relayeurs pour une file active de 2000 aidants. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas question d'aller tous les mardis chez l'aidant pour qu'il aille à la piscine ou qu'il aille chez le médecin, ça ne va pas être possible. Donc dans les meilleures années, on a fait un petit 3000 heures de relayage à 3,6 ETP, pas plus. Alors que le frein, là pour le coup, il n'est pas financier puisqu'on demande 4 € de l'heure. Donc c'est imbattable, on est financé par l'ARS. Donc ça c'est imbattable. Donc, qu'est-ce qui va encore bloquer après ? C'est que, effectivement, et vous allez comprendre pourquoi on a repris un dispositif Bulder avant la dérogation à la législation du travail, c'est parce qu'une fois que l'aidant avait accepté ce relayage et y trouvait un intérêt, eh bien, on n'avait plus grand-chose à proposer derrière, notamment en longue durée. Donc, on a repris un dispositif qui s'appelle Bulder, qui est impulsé par la MSA, qui est un service mandataire.
Le gros avantage, c'est que ça permet à chaque aidant d'être l'employeur de son relayeur. Et nous, on s'occupe bien sûr de toutes les démarches administratives. On va même jusqu'à payer le relayeur pour que l'aidant n'ait plus qu'une facture à payer. Donc, c'est vraiment un système en plus qui permet de faire travailler, entre guillemets, le relayeur de 48 à 72 heures. Donc ça venait pallier, en attendant la dérogation à la législation du travail, c'était plutôt bien. Reste encore un frein, c'est que ça reste un service mandataire, ça reste onéreux. Dès qu'on a des grandes quantités d'heures, il faut pouvoir aller chercher des financements. Alors, Bulder a des accords avec l'Agirc Arrco, avec la MSA, avec la SNCF, avec certains groupes de prévoyance, avec l'ESIA, avec Aesio, avec plein de monde. Mais en fin de compte, on est incapable de vous sortir un tarif pour du relayage parce que tout dépend de là où vous avez cotisé. Et ça, c'est quand même d'une complexité sans nom, puisque, à minima, chacun aura son crédit d'impôt de 50%, mais on a des aidants qui payent quasiment rien, parce que l'Agirc Arrco a une enveloppe actuellement de 800 €, et les premiers relais peuvent être gratuits. Encore faut-il le savoir, il faut savoir aller le chercher. La difficulté qui bloque derrière aussi, ça sera d'aller faire ce dossier administratif. Bulder a des accords avec certains groupes et d'autres groupes demandent à ce que ce soit l'aidant qui aille faire ce dossier administratif pour solvabiliser l'aide dont il a besoin. Sauf que l'aidant, c'est quelqu'un d'épuisé quand il a besoin de relayage et il abandonne ses démarches administratives. Il ne va pas recourir à ses droits dans la majeure partie des cas. Ça pose vraiment problème. Et in fine, si tout se passe bien, parce qu'on en fait quand même, hein, on fait à peu près sur Bulder dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas beaucoup, hein, attention, hein, c'est 2500 heures par mois, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Une fois qu'on a tout qui va bien, les financements qui sont acceptés, l'aidant qui est prêt à lâcher, eh bien, il faut après trouver le relayeur. Le relayeur qui a les capacités en face de la pathologie du proche qui va accompagner, qui va avoir ses compétences, qui va être à l'aise dans cette fonction-là, parce que le métier, pour moi, de relayeur, c'est un nouveau métier. Alors, je ne dis pas que les auxiliaires de vie ne peuvent pas le faire, mais je pense qu'elles ont besoin d'être accompagnées pour le faire, qu'elles doivent être encadrées, qu'elles doivent être débriefées, parce que rester plusieurs heures, voire plusieurs jours avec quelqu'un qui a des troubles cognitifs, c'est pas la même chose que de passer 1 heure pour donner un repas ou faire une toilette. On est bien d'accord, hein. C'est psychologiquement déjà important. Il faut pouvoir aller dire ce qui se passe, enfin pouvoir débriefer de la situation et de tous les moments de crise qu'ils ont vécu, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Pour pallier, pour résoudre tous ces freins, Rachel Petitpré, vous portez au sein de Baluchon France un travail important de plaidoyer, notamment, pour consolider le dispositif. Quels seraient pour vous les leviers prioritaires pour que le relayage se déploie massivement d'ici 2026 ? Alors c'est vrai qu'à Baluchon France, on n'a pas cessé pendant 6 ans de porter le plaidoyer pour faire en sorte que le dispositif soit pérennisé dans la loi. Désormais, on a 2 demandes assez différentes l'une de l'autre, mais la première, c'est qu'enfin le secteur public puisse intégrer cette dérogation au droit du travail, puisqu'il était prévu de l'intégrer au lancement de l'expérimentation en 2018-2019, et ça n'a jamais été fait, ni au cours des prolongations qui ont été obtenues. À nouveau, le secteur public a été laissé de côté, donc nous, on pense que c'est dommage de se priver de l'opportunité du portage par certains porteurs publics. Le deuxième sujet de plaidoyer, évidemment, c'est la question du financement. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le décret, mais il a un public cible extrêmement restreint, c'est important de le dire. Dans le secteur de l'aide à domicile, c'est loin d'être tous les aidants qui vont bénéficier ou qui pourraient demander à bénéficier de relayage dérogatoire au droit du travail.
ça va être limité aux aidants dont le proche est atteint de troubles cognitifs ou de troubles du neurodéveloppement, pour faire court, avec des troubles du comportement. Donc c'est les aidants les plus captifs qui sont assignés à domicile par leur rôle d'aidant, qui sont empêchés de partir se reposer parce qu'ils savent que s'ils recourent à de l'hébergement temporaire, l'état de santé de leurs proches se dégraderait, et ils l'ont souvent vécu. La dernière expérience d'hébergement temporaire a été un fiasco. La plupart du temps, c'est à ce moment-là qu'ils pensent à recourir au baluchonnage. Ou alors, ce sont des personnes qui ne peuvent plus partir de manière ordinaire en vacances et qui ne peuvent pas bénéficier de séjours partagés parce que sortir du domicile, ce proche aidé très fragile, c'est lui faire perdre ses repères. Donc on intervient uniquement sur ces aidants très particuliers, et on a mené une étude avec le cabinet Hémicité qui estime à seulement 10 000 par an le nombre d'aidants qui seront concernés par ce genre de relayage dérogeant au droit du travail. Ça veut dire, même si c'est pas juste de le dire comme ça, mais ça pourrait vouloir dire 1000 aidants par département. Et je sais que tous les départements ne seront pas logés à la même enseigne. Ça coûte cher en apparence parce que ça coûte 750 € minimum par 24 heures. Ça, c'est vraiment voilà, ça fait 32 € de l'heure. Pourquoi ça coûte ? Parce que votre baluchonneur, il a fait 24 heures de travail et non pas 7 heures sur cette journée-là. Donc il est payé à taux plein pour toutes les heures, jour, nuit, en appliquant évidemment son ancienneté et son niveau d'expérience. Ça coûte parce qu'on rémunère le coordinateur. Il y a environ une dizaine d'heures de coordination pour la préparation d'un baluchonnage, incluant le temps de recherche de financement individuel qui a été un temps considérable au cours de cette expérimentation, qui n'était pas financé dans ces prestations. Et puis il y a quelques à côté, mais qui ne sont pas négligeables. Le baluchonneur est formé au baluchonnage, le baluchonneur est supervisé et le baluchonneur bénéficie d'une astreinte téléphonique 24/24. Donc ce sont des coûts qui s'ajoutent. Et ce 750 € par 24 heures, nous, on aimerait pouvoir financer désormais 6 jours, 5 nuits pour ces 10 000 aidants d'ici 15 ans. On va y aller progressivement. Ça veut dire que si on se projette un petit peu pour avoir fait quelques estimations, jusqu'à présent, on a fonctionné avec des enveloppes par-ci, par-là. C'était pas pareil d'une année à l'autre. C'était pas pareil, évidemment, d'un territoire à l'autre. Et on a pu compter sur plusieurs groupes de protection sociale de l'Agirc-Arrco qui sont prêts à continuer, mais à condition qu'il y ait maintenant un financement public. Donc les calculs qu'on a fait, c'est que si on pouvait avancer le baluchonnage sur 15 départements en 2026, ça représenterait une dépense pour l'État de 170 000 €. Le calcul tient compte d'à peu près 1 250 € par aidant qui serait sur lequel l'État pourrait abonder, et une dépense de 6 000 € pour un département sur 2026 au commencement de cette activité. Je vous emmène tout de suite dans les projections finales. Dans 15 ans, on pourrait couvrir les 100 départements avec une dépense de 13 millions pour l'État et de 67 000 € par an par département. Si vous avez le goût de reparler de tous ces chiffres avec moi, prenons contact, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit à l'oral, mais je veux bien vous en dire plus. En tout cas, on plaide pour un financement de l'État. Ça ne peut pas être que le secteur privé qui finance ces relayages. Le soutien des aidants est nécessaire via les aides publiques. Il y a un enjeu évidemment d'équité territoriale et de lisibilité pour les aidants. C'est extrêmement douloureux, vous l'imaginez, de répondre chaque jour à des aidants oui, le baluchonnage existe, mais pas sur votre département, juste à côté. Oui, mais juste à côté, c'est pas chez vous, donc ça marche pas. Et donc, pour essayer d'argumenter un petit peu notre point, on a lancé avec le cabinet Coreus une étude d'impact qui s'attachera notamment à étudier les coûts évités pour la société, pour essayer d'apporter un peu d'arguments à notre moulin, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait éviter comme coût à la société en soutenant ces aidants extrêmement fragiles, ces aidés fragiles et leurs aidants. Peut-être qu'on va retarder le temps de l'entrée en institution, peut-être qu'on va éviter des hospitalisations d'urgence parce que l'aidant n'en peut plus. Je reviens du Québec où le gouvernement finance 14 jours de baluchonnage par an et par aidant.
Ils ont plus de 25 ans d'expérience, c'est vrai, mais n'empêche que là-bas, ça fonctionne, c'est financé. Et c'est financé parce que derrière, on voit bien que la simple idée de savoir que le service existe, c'est déjà un soutien pour les aidants. Même ceux qui ne recourent pas au baluchonnage au Québec se sentent soutenus par le dispositif. Donc, il faut enclencher les choses comme ça en France. Et vous voyez, j'y crois très fort. Vous avez déjà quelques premiers retours de cette étude ou elle est vraiment en phase de lancement ? Non, elle est vraiment en cours. Et elle sera présentée au printemps. Très bien. Nathalie Kébert, vous voulez peut-être réagir en 2 mots sur le plaidoyer également ? Alors, sur le plaidoyer, je peux être que d'accord avec Rachel. On se connaît depuis très longtemps et avec des moyens différents. Rachel, c'est la spécialiste de la longue durée, du relayage longue durée sur les plateformes. Nous, ça sera quelques heures ponctuelles, un peu plus avec Bulder. Et effectivement, c'est un sujet qui commence à être un peu moins tabou avec l'apparition du décret, quand même, qu'on attend depuis des années et des années. C'est rien de le dire. Mais bon, on espère tenir le bon bout. Il reste encore du chemin à faire dans l'articulation sur le terrain, notamment avec vous, les SAD, pour enclencher ce relayage. Je prends par exemple l'exemple du Pas-de-Calais où le département du Pas-de-Calais a doté 22 de ces SAD d'une dotation complémentaire pour faire du relayage. Et nous, en tant que plateforme, on s'est dit, mais à quel moment l'aidant ira vers le SAD ? À quel moment il viendra sur la plateforme de répit ? À quel moment il ira chez Baluchon, en fait ? Et ça, c'est, je pense, de notre responsabilité en tant que professionnels de donner de la lisibilité à un parcours répit qui pourrait être bien plus clair. Alors après quelques mois de travail, on est à la conclusion où on voit bien que c'est les SAD qui repèrent les aidants à domicile. Ça, c'est inéluctable. Vraiment, ça, c'est important. Quand l'aidant est repéré, nous, on invite les SAD à les orienter vers les plateformes de répit qui feront une évaluation à 360 degrés. Parce que faire du relayage chez un aidant, s'il n'a aucune notion de la pathologie de son proche, s'il a besoin de soutien psychologique, s'il est complètement isolé, c'est comme si vous vidiez la mer à la petite cuillère. Vous allez faire du bien pendant 3 heures, mais après, voilà, ça ne sera pas suffisant. Donc, nous, on va lui proposer un accompagnement dans la durée. Et après, on réoriente vers les acteurs. Ça peut être Baluchon pour la longue durée, ça peut être Bulder pour des temps intermédiaires, ou ça peut être les plateformes pour des temps ponctuels et démarrer cet accès au répit. En tout cas, ce qu'on a besoin, c'est de la visibilité, des parcours très clairs où tout le monde s'entend. J'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde. L'idée, c'est que aussi bien, si c'est pas clair pour les professionnels, ça l'est pas pour les aidants. Il faut vous dire ça. Nous, on voit ça tous les jours. Les aidants sont complètement perdus dans la jungle médico-sociale. C'est une catastrophe. C'est pas qu'il n'y a pas d'aide, mais c'est le fouillis. Excusez-moi l'expression, mais ils sont complètement perdus. Retenez qu'un aidant, il est épuisé, donc une fois qu'il est perdu, il se dit, il a toutes les raisons pour se dire, je vais le faire moi-même, ça va aller beaucoup. C'est mon rôle déjà, et déjà qu'il culpabilise à demander de l'aide, mais si en plus c'est compliqué, et forcément, il va se recroqueviller sur lui-même et il n'aura plus besoin de personne. Nous, on est convaincus qu'aider les aidants, c'est aussi garantir un maintien à domicile dans la durée. C'est aussi des aidants qui ne seront pas sur le dos des équipes en train de les harceler parce qu'ils seront épuisés. Enfin, ça a vraiment un intérêt aussi bien pour les SAD que pour les plateformes et que pour les services qui vont mettre en œuvre le répit. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. On va s'arrêter là pour cette séquence. Merci.